Nous sommes habitués à voir dans la démocratie une forme de gouvernement politique rationnel et avancé, comme si cette dernière marquait une étape supérieure de développement dans l'histoire de la civilisation. Mais est-ce vraiment le cas? Cette croyance fait partie des dogmes quasi religieux qui nous sont inculqués depuis la plus tendre enfance à l'école. L'idée même d'être privé de démocratie semble une perspective bien sombre à chacun, étant entendu que l'absence de démocratie est censée conduire à la plus arbitraire des dictatures. Mais est-ce vraiment aussi simple? Et si au contraire, le principe démocratique portait en lui-même les germes de la décivilisation et de la barbarie? C'est ce que nous verrons aujourd'hui avec Hans Hermann Hoppe. Il s'agit sans doute d'un nom qui vous est encore inconnu pour la majorité d'entre vous. Hans Hermann Hoppe n'est en effet pas un personnage très mainstream, comme on dit. Pour dire vraiment très rapidement quelques mots de sa vie et de son parcours, Hans Hermann Hoppe est un philosophe et un économiste allemand contemporain, né en 1949, qui a d'abord étudié auprès de Jürgen Habermas, qui fut son directeur de thèse, avant de découvrir la pensée de Ludwig von Mises et de Murray Rothbard, deux figures essentielles de ce qu'on appelle l'école autrichienne d'économie, même si Rothbard est américain, et de ce qu'on appelle le libertarianisme, en particulier en ce qui concerne Rothbard. Au début des années 80, Hoppe ira même s'installer aux États-Unis, où il deviendra l'un des plus proches disciples de Murray Rothbard, et il enseignera ensuite à l'université du Nevada à Las Vegas, où il enseignera comme professeur d'économie. Au fil des décennies, Hoppe développera une pensée assez radicale qui trouvera son expression la plus forte dans un livre publié en 2001, intitulé Democracy, the God That Failed. Démocratie, le Dieu qui a échoué en français. Le titre est une référence directe à un ouvrage de 1946, The God That Failed, un livre publié à l'époque par 6 anciens communistes ou sympathisants communistes, dont les plus importants, les plus connus, sont Arthur Koestler et André Gide, qui ont décrit leur expérience du communisme et toutes leurs désillusions. Et c'est un peu la perspective de Hoppe dans son ouvrage, qui déploie une charge extrêmement forte contre la démocratie, à travers ce qu'il identifie comme ses différents échecs structurels. Et il faut se remettre dans le contexte de l'époque pour saisir tous les enjeux. Hoppe publie son livre une dizaine d'années après celui de Francis Fukuyama sur la fin de l'histoire, pour lequel la fin de la guerre froide marquait le triomphe définitif de la démocratie libérale sur toutes les autres idéologies. En un sens donc, le livre de Hoppe constitue une réponse à Fukuyama, en montrant que la démocratie non seulement ne tient pas toutes ses promesses, mais conduit même inexorablement l'humanité à la ruine et à la décivilisation. Qu'on soit d'accord ou non avec toutes les thèses qu'il avance, il s'agit d'un livre extrêmement percutant, qui dresse une critique sans concession du régime démocratique et qui doit être pris en considération par toute personne qui veut sérieusement penser cette question. Et le livre devrait susciter notre intérêt à plus d'un titre. Tout d'abord, Hoppe développe une critique de la démocratie à partir d'arguments libertariens. Or, en Europe, quand nous nous intéressons aux différentes critiques de la démocratie qui ont pu être émises à droite de l'échiquier politique, nous sommes davantage habitués à des arguments que je qualifierais de traditionnalistes ou de classiquement monarchistes, comme les arguments de la contre-révolution ou de Charles Maurras au XXe siècle. Or, ici, même si des ponts peuvent évidemment être établis entre la pensée de Hoppe et ces différents auteurs que nous connaissons en Europe, la position de Hoppe est très originale, car elle se fait à partir des arguments qu'il a tirés chez Ludwig von Mises et Murray Rothbard, alors même que ces derniers, avoue-t-il dans son livre, avaient une préférence pour la démocratie par rapport aux dictatures. Hoppe prend donc le contre-pied direct de ses maîtres intellectuels à partir de leurs propres arguments libéraux, ce qui est d'autant plus intéressant. Et une seconde raison au moins qui devrait nous intéresser, c'est que, ce faisant, Hoppe permet la transition entre le libertarianisme et ce mouvement qu'on nomme la néo-réaction. Hoppe lui-même reste un libertarien, un anarcho-capitaliste, comme on dit, c'est-à-dire quelqu'un qui estime que des sociétés de droit privé sans État seraient un optimum social. Mais s'il faut vraiment vivre sous un État, montre-t-il, si nous n'avons pas le choix, alors la monarchie est préférable à la démocratie. Et quelqu'un comme Curtis Yarvin, par exemple, partira donc de ce livre et franchira lui clairement le cap pour défendre une forme de néo-royalisme.
Hoppe est donc un passage obligé pour comprendre à la fois la pensée libertarienne la plus contemporaine et pour mieux appréhender ce mouvement néo-réactionnaire qui trouve de plus en plus d'écho en Amérique. Sans plus attendre, je vous propose donc de voir le contenu de ce livre détonnant et radical. Il s'agit d'un ouvrage très dense et profond qui aborde de très nombreux sujets. Je ne puis donc évidemment pas passer en revue tous les thèmes du livre avec vous. Je vais surtout me concentrer sur la critique de la démocratie en tant que telle et sur la comparaison avec la monarchie. Mais je vous enjoins vraiment à lire le livre ensuite de votre côté, car parmi les essais politiques contemporains, il s'agit sans doute d'un des plus originaux. Le livre de Hoppe s'ouvre sur une méditation historique. La Première Guerre mondiale, selon lui, marque un des grands tournants de l'histoire moderne. Avec elle, s'est achevée la transformation de tout le monde occidental, du régime monarchique et ses rois souverains au régime démocratico-républicain, transformation qui avait débuté avec la Révolution française. En effet, contrairement à ce qu'on pourrait croire, jusqu'en 1914, la victoire de la démocratie était loin d'être assurée. Il n'existait alors que trois républiques, la France, la Suisse et le Portugal, devenues républiques en 1911 seulement. Toutes les autres nations européennes étaient des monarchies fortes, où le roi était le véritable souverain. Le Royaume-Uni était le seul d'entre elles pouvant être qualifié de système parlementaire. Or, 4 ans plus tard, les monarchies ont pratiquement toutes disparu, et l'Europe, comme le monde entier, entra dans l'ère du républicanisme démocratique. Romanov en Russie, Hohenzollern en Allemagne et Habsbourg en Autriche durent abdiquer. À l'exception de la Yougoslavie, tous les États nouvellement créés après la guerre adoptèrent des constitutions démocratiques. La Pologne, la Tchécoslovaquie, la Hongrie, l'Autriche et les 3 pays baltes. Et même là où les monarchies continuaient d'exister, comme en Grande-Bretagne, en Italie, en Espagne, en Belgique ou dans les pays scandinaves, les monarques perdirent peu à peu leur pouvoir, tout le pouvoir étatique étant confié à des parlements ou à des agents publics élus. Si la Révolution française amorça le processus démocratique en Europe, c'est véritablement la Première Guerre mondiale qui fit passer le continent de l'ancien régime au nouvel âge démocratique républicain. Or, aux yeux de Hoppe, ce renversement n'est pas seulement institutionnel, il est civilisationnel. Pour donner une image parlante, il nous dit que c'est une transformation qui nous fit passer de l'Autriche à l'Amérique. L'Autriche impériale symbolisant un monde particulariste, hiérarchique et monarchique, tandis que les États-Unis de Woodrow Wilson incarnaient un projet universaliste où la politique devenait l'affaire de peuples souverains. C'est une image très parlante pour cette bonne raison que c'est l'Autriche qui lança la guerre et que c'est l'Amérique qui y mit fin. L'Autriche perdit et l'Amérique gagna. La Première Guerre mondiale commença comme un conflit territorial traditionnel, quoique plus sanglant. Avec l'entrée en guerre des États-Unis en 1917, le conflit se vit conférer une dimension idéologique inédite. Il s'agissait de faire triompher le modèle américain et de répandre partout l'idée que la démocratie est la forme d'organisation politique moderne par excellence. Je vais très vite bien sûr, mais c'est ainsi que les États-Unis apparurent comme la puissance émergente mondiale et que commença l'ère de la Pax Americana. Le principe du républicanisme démocratique avait donc triomphé, et il allait triompher une fois encore après la Seconde Guerre mondiale, et encore une fois de plus avec l'effondrement de l'Empire soviétique au début des années 90. L'idée américaine de démocratie universelle et mondiale semble donc s'être définitivement imposée. Et c'est ainsi que certains auteurs comme Francis Fukuyama ont pu parler de fin de l'histoire, c'est-à-dire cette idée qu'aucun autre modèle plus enviable que la démocratie libérale ne pourra désormais surgir et lui faire concurrence. Et pourtant, écrit Hoppe, à la fin du XXe siècle, toujours plus de preuves s'accumulent qu'au lieu de marquer la fin de l'histoire, le système américain est lui-même dans une profonde crise. Depuis la fin des années 60 ou le début des années 70, les revenus des salaires réels aux États-Unis et en Europe ont stagné ou même chuté.
En Europe occidentale notamment, les taux de chômage ont marqué une hausse sans interruption et dépassent actuellement les 10%. La dette publique a partout atteint des sommes astronomiques, excédant dans de nombreux cas le produit intérieur brut annuel du pays. Pour Hoppe, ces indicateurs devraient plutôt nous inciter à prévoir quelques crises majeures à venir. Nos systèmes de sécurité sociale sont partout en faillite ou près de l'être, et une fois que la faillite sera confirmée, l'idéal démocratique sera difficilement tenable. La première attitude attendue face à cette faillite serait alors de pousser un soupir de regret ou de se battre pour restaurer la démocratie dans toute sa splendeur d'antan. Or, c'est précisément pour indiquer une autre voie que Hoppe a écrit ce livre. La démocratie, le Dieu qui a échoué. La démocratie, indique-t-il, a échoué en raison de sa nature et de ses principes intrinsèques. Loin de la regretter, il convient donc plutôt de la disséquer et d'envisager des pistes alternatives pour se sortir du bourbier social et institutionnel dans lequel nous nous trouvons. Pour comprendre le cœur de la critique hoppienne de la démocratie, il faut d'abord se familiariser avec le concept de préférence temporelle. La préférence temporelle est un concept fondamental pour comprendre bien des phénomènes et des processus économiques, que je vais tâcher de vous expliquer premièrement par des exemples concrets. La préférence temporelle désigne notre tendance instinctive à accorder plus de valeur à un bien disponible tout de suite qu'au même bien obtenu plus tard, toute chose étant égale par ailleurs. Pour vous donner un exemple très simple, imaginez que je vous propose 100 euros. 100 euros totalement certifiés. Ces 100 euros sont entièrement sûrs. Soit maintenant, soit dans un mois. La plupart des gens choisiront de les recevoir aujourd'hui, parce que posséder la somme immédiatement ouvre davantage de possibilités, comme acheter, épargner ou prêter. Pour renoncer à ce tout de suite, il faudrait une compensation. Si je vous offrais plutôt, disons, 150 euros dans un mois, l'attente deviendrait dès lors un peu plus attractive. Cette prime reflète exactement votre préférence temporelle. Plus elle est forte, plus la différence nécessaire entre la somme présente et la somme future devra être élevée. Bon, là je vous ai donné un exemple trivial où je vous donnerai simplement de l'argent. Mais cette question de la préférence temporelle se pose quotidiennement dans nos rapports de consommation et d'épargne. On préfère parfois un objet de qualité moyenne que l'on peut acheter aujourd'hui à un objet supérieur qui exigerait, mettons, un mois de patience et d'économie. À grande échelle, c'est cette même logique qui sous-tend les taux d'intérêt. Ces derniers rémunèrent le fait de différer l'usage d'une ressource dans le temps. Le niveau de préférence temporelle est ainsi un indicateur fort pour le développement de l'économie dans son ensemble. Imaginons maintenant que vous teniez une petite boulangerie. Avec les recettes quotidiennes, vous pouvez soit vous payer immédiatement des petits plaisirs, soit mettre de côté pour acheter un four plus performant qui ne sera livré que dans 6 mois. Si vous choisissez la deuxième option, vous illustrez ce que Hoppe appelle un taux préférentiel temporel plus bas, c'est-à-dire que vous acceptez de renoncer à de la consommation présente afin de gagner un avantage plus grand dans le futur. Or, selon Hoppe et toute la tradition autrichienne, cette décision d'attendre enclenche tout un engrenage économique. Parce que vous avez épargné, un capital productif supplémentaire, en l'occurrence un nouveau four, voit le jour. C'est ce que l'école autrichienne nomme un détour de production. Le pain ne sort plus simplement d'un vieux four artisanal, votre chaîne devient plus indirecte, plus longue, parce qu'elle intègre désormais une machine sophistiquée qui nécessite du temps d'installation et d'amortissement avant de livrer son premier croissant. Or, plus une société accepte ce genre de détour productif, plus chaque heure de travail finit par rapporter ultimement, non seulement pour vous, mais aussi pour le salarié que vous embaucherez peut-être pour tenir la boutique pendant que le four tourne. Hoppe parle alors d'une hausse de la productivité marginale du travail. Grâce au capital supplémentaire, le même boulanger produit davantage de baguettes de meilleure qualité en moins de temps. Cette productivité accrue pousse ensuite les salaires à la hausse. En effet,
soit de vous souhaiter répondre à la demande supplémentaire et vous engager un nouvel employé, soit de la concurrence pour dénicher un bon ouvrier, vous force à lui offrir un meilleur salaire horaire. Et parfois, il s'agit des deux à la fois. Mais la boucle ne s'arrête pas là. Des travailleurs mieux payés, dotés d'outils performants, produisent un volume global de pain supérieur. Le produit social futur monte donc, et avec lui les revenus réels des propriétaires de capital. En l'occurrence vous, mais aussi le fabricant du four et le propriétaire du local. Chacun profite donc in fine d'une richesse collective élargie. En retour, cette population mieux rémunérée épargne plus aisément, ce qui finance encore d'autres investissements, d'autres fours, et ainsi de suite. Hoppe voit donc dans cette spirale un mécanisme de civilisation où la patience économique alimente un cercle vertueux de capitalisation et de prospérité. Mais cela, c'est dans le cas idéal où la préférence temporelle des agents économiques serait basse et où rien n'empêcherait cette épargne. Or, il existe différents facteurs qui influencent le niveau de préférence temporelle dans une société. Pour le moment, vous vous demandez peut-être pourquoi je vous parle de cela alors qu'il était question au départ d'une critique de la démocratie. Mais je vous assure que c'est important pour comprendre le raisonnement ultérieur de Hoppe. Parmi ces facteurs qui influencent le niveau de préférence temporelle, donc, Hoppe distingue les facteurs externes, biologiques, personnels et sociaux ou institutionnels. Je passe très rapidement dessus pour que vous compreniez de quoi il s'agit. Les facteurs externes, tout d'abord, désignent les événements naturels qu'aucun acteur ne contrôle. S'attendre à une rentrée de biens gratuite, par exemple, fait que l'on consomme davantage tout de suite, parce qu'on sait qu'une manne viendra reconstituer les stocks de demain. Inversement, l'attente d'une catastrophe, comme une inondation par exemple, élève l'utilité des biens futurs. On épargne donc des vivres, on bâtit des digues, la préférence temporelle tombe provisoirement jusqu'à ce que le danger soit passé. Viennent ensuite les facteurs biologiques. Hoppe insiste sur le cycle de vie. L'enfant, qui perçoit mal la longueur de sa propre existence, recherche la gratification immédiate. Son taux de préférence temporelle est naturellement élevé. Vous pouvez faire l'expérience avec un jeune enfant pour vous en assurer. Si vous lui proposez par exemple un bonbon maintenant ou 3 bonbons dans 2 heures, le petit enfant aura beaucoup de mal à se réfréner et à choisir les bonbons ultérieurs. C'est à mesure que l'individu comprend qu'il a une longue vie à financer qu'il apprend la patience. L'âge adulte s'accompagne donc normalement d'une baisse de la préférence temporelle et d'une montée de l'épargne. Mais en revanche, en fin de parcours, quand on devient vieux, la perspective d'une existence raccourcie la fait remonter, sauf si la préoccupation des descendants relaie l'horizon temporel au-delà de la mort, bien sûr. Ce que Hoppe appelle les facteurs personnels ensuite relève tout simplement de la psychologie et du tempérament. Un homme peut ne se soucier de rien d'autre que du présent et de l'avenir le plus immédiat, tel un enfant. Il peut être insouciant de caractère et aimer travailler le moins possible chaque jour, alors qu'un autre s'inquiétera constamment de son avenir et de sa progéniture au moyen de l'épargne, au point de constituer un stock toujours croissant de capital. Entre ces deux cas un peu extrêmes, une infinité de profils se distribuent selon les goûts, les valeurs ou même les hasards biographiques de chacun. Inutile de s'attarder ici, vous comprenez l'idée. Et enfin, nous arrivons aux facteurs sociaux ou institutionnels. Et ces derniers pèsent plus lourd dans la réflexion de Hoppe parce qu'ils transforment des choix individuels en tendances collectives. Lorsque la propriété est respectée et que les échanges sont volontaires, par exemple, les interactions entre individus étendent et accélèrent la chute de la préférence temporelle. Donc, on épargne davantage, pour dire en langage clair. L'observation des succès d'autrui, l'imitation, la coopération, tout cela diffuse les bonnes pratiques d'épargne et d'investissement dans la société. Mais il arrive que ces pratiques économiques soient entravées par des facteurs qui détraquent la société, en ne respectant pas la propriété privée. Prenons le cas du crime, à travers l'exemple du vol, du cambriolage de magasins en l'occurrence. L'effet du délit est double. D'un côté, le commerçant doit désormais vendre davantage, plus vite, pour reconstituer ses marges après avoir été lésé, d'où une hausse de sa préférence temporelle effective, et de l'autre, percevant le risque d'un nouveau vol à venir,
il réallouera peut-être une partie de ses ressources, non plus à augmenter son capital, comme il l'avait prévu, mais à l'obtention d'un système de sécurité, des alarmes, des verrous, de nouveaux murs, que sais-je. Mais au moins, ces dépenses, certes stériles du point de vue de la production, rétablissent peu à peu les anticipations de rendement. Dès que la menace décroît, l'ancien mouvement de civilisation, à savoir la baisse de la préférence temporelle et donc l'épargne et la capitalisation, ce mouvement reprend sa course. Or, vous voyez venir Hoppe et ses réflexions libertariennes, tout change lorsque la violation de la propriété privée émane de l'État lui-même. Une taxe, une émission monétaire ou une réglementation restrictive prend exactement comme un vol. Le producteur, concrètement, se voit confisquer une partie de ses biens présents. Mais, sous le couvert de la légitimité, cette ponction devient continue. L'agent du fisc ne disparaît pas avec son butin, il revient chaque année. Et la victime, en l'occurrence le commerçant, vous, le boulanger de mon exemple, la victime n'a même pas le droit de se défendre. Résultat, non seulement l'offre de biens présents diminue, comme après un cambriolage, mais l'horizon productif se contracte parce que tout projet à long terme se trouve grevé d'un risque politique permanent. La rentabilité future paraît en effet plus incertaine, voire structurellement plus faible. Hoppe parle alors d'un glissement de la courbe de préférence temporelle. La société devient plus orientée vers le présent, non pas par accident, mais par contrainte institutionnelle. Je vous donne à nouveau des exemples très concrets et un peu simples pour que vous compreniez la différence entre le cambriolage et la taxe. Imaginons à nouveau que vous êtes propriétaire d'un petit magasin. Un cambriolage vous coûte environ 5 000 € de marchandises. En conséquence, vous retardez peut-être l'achat d'un nouvel ordinateur, mettons, mais vous gardez intact le projet que vous nourrissez depuis quelques années, à savoir agrandir la boutique dans 3 ans. La raison pour laquelle vous pouvez maintenir ce projet, c'est que le risque de revivre exactement le même cambriolage reste faible normalement. Vous installez une alarme, l'assurance vous indemnise partiellement et vous repartez de plus belle. Le vol a certes fait remonter la préférence temporelle car vous avez moins de biens présents, mais l'effet reste temporaire parce que chacun peut se défendre ou transférer le risque. Mais il n'en va pas de même avec la taxe récurrente. Votre municipalité instaure soudainement, j'invente, une surtaxe commerce de 2% sur le chiffre d'affaires, puis augmente chaque année le taux d'un demi-point. Cette ponction ressemble, ligne pour ligne, au cambriolage. 5 000 € peuvent disparaître de votre compte la première année. Pourtant, là vous réagissez autrement. Cette fois-ci, vous annulez l'agrandissement de votre boutique. Pourquoi ? Parce que cette fois-ci, vous savez que la surtaxe ne partira pas. Et peut-être même grossira-t-elle. Et en ce cas, vous n'avez aucun droit légal pour l'en empêcher. Tout calcul d'investissement doit donc désormais intégrer une ponction permanente sur vos profits futurs. Autrement dit, ce n'est plus seulement votre richesse actuelle qui diminue, c'est la rentabilité anticipée de tous vos projets à long terme. La courbe de préférence temporelle se déplace donc vers le haut, et ce n'est pas seulement votre courbe de préférence temporelle en l'occurrence, c'est toute la société qui devient plus orientée vers le présent, non par caprice des individus, mais parce qu'une contrainte institutionnelle rend l'avenir systématiquement moins sûr et moins rémunérateur. Or, c'est là que va se jouer principalement la critique de la démocratie selon Hoppe. C'est pourquoi il était très important d'installer ces bases pour commencer. Car, écrit-il, si les violations étatiques de droits de propriété suivent leur cours et deviennent assez intenses, la tendance naturelle de l'humanité à constituer un stock croissant de capital et de biens durables, pensant toujours à plus long terme et répondant à des buts toujours plus distants, peut non seulement être mise à l'arrêt, mais peut être inversée en une tendance vers la décivilisation. D'anciens fournisseurs prévoyants deviendront des ivrognes ou des rêveurs, des adultes seront bientôt des enfants, des hommes civilisés des barbares, et des producteurs des criminels.
Essayons donc maintenant de comprendre la logique étatique à l'œuvre derrière ce phénomène de décivilisation. Tout État, toute autorité politique, est d'abord un monopole territorial d'expropriation, dit Hoppe. D'expropriation au sens où il peut vous forcer à lui céder une partie de votre propriété. Quand vous payez des taxes sur vos revenus, par exemple, vous lui cédez une partie de votre bien. Que vous jugiez cela légitime ou non, ce n'est pas la question. Or, comme tout monopole, l'État tend naturellement à se consolider et à s'étendre. Un gouvernement, peu importe ici qu'il s'agisse d'un roi ou d'une assemblée élue, un gouvernement vit de prélèvements coercitifs. S'il pouvait être librement concurrencé, la ressource même qu'il exploite disparaîtrait, et l'institution deviendrait impossible. Il faut donc s'attendre, par simple logique d'intérêt, à une croissance endogène de l'État, laquelle constitue une menace permanente pour le processus de civilisation que Hoppe définit par la baisse des préférences temporelles et l'allongement des horizons de production. Cependant, écrit-il, les États ne prospèrent pas tous également, ni ne produisent des formes décivilisatrices de même ampleur. La nature du régime infléchit l'intensité de cette pulsion. C'est pourquoi Hoppe va comparer les fruits du régime monarchique, ce qu'il appelle un régime monarchique, c'est-à-dire en fait un régime régalien de propriété privée. Il va donc comparer les fruits de ce régime et ceux de la démocratie, donc d'un gouvernement régalien de propriété publique cette fois. En effet, la monarchie au sens originel est le règne personnel de la propriété privée de l'appareil étatique de coercition. Dans la démocratie, en revanche, l'appareil étatique est vu comme une propriété publique, gérée par des agents régulièrement élus qui ne le possèdent pas personnellement et qui sont vus plutôt comme ses gardiens ou ses dépositaires. Ces deux formes de régime, dit Hoppe, ont des effets systématiquement différents sur la préférence temporelle sociale et sur le processus de civilisation associé. Hoppe part d'un principe assez simple. Dans une monarchie héréditaire, comme je vous l'ai dit, l'appareil d'État est la propriété privée du souverain. Les ressources qu'il prélève, les impôts, les rentes, s'ajoutent donc à son domaine personnel, exactement comme une terre ou un château. Le droit exclusif de prélever de main est lui aussi capitalisé dans la valeur marchande de ce patrimoine qu'il lèguera à ses héritiers. Le roi raisonne donc comme tout propriétaire rationnel. Il cherche à maximiser la valeur actualisée de son capital et non le revenu d'une seule année. Cette structure de propriété engendre dès lors un taux de préférence temporelle relativement bas, ce qui implique une modération de la part du dirigeant dans sa volonté d'exploiter son privilège d'expropriation. Car en effet, si le roi augmente trop fortement les impôts, il se mettra peut-être davantage d'argent dans les poches au moment même, mais il risquera de faire fuir les marchands, il risquera d'appauvrir les paysans ou de décourager toutes sortes d'investissements chez lui. Et ce faisant, il réduira le flux de futurs revenus fiscaux. La valeur de la couronne, c'est-à-dire la somme actualisée de ces flux, s'en trouverait amoindrie. Le roi s'interdit donc d'exploiter au-delà du point où le présent rogne le capital, et la modération fiscale devient une exigence de comptabilité patrimoniale. De plus, parce qu'il dépend d'une population productive, le souverain a intérêt à protéger strictement la propriété privée de ses sujets. Moins il y a de brigandage et de fraude, plus la base taxable croît, et plus la valeur de son propre monopole fiscal augmente. Il est donc dans l'intérêt personnel d'un dirigeant d'utiliser son monopole de la loi, les tribunaux, et l'ordre, la police, pour faire respecter la loi préétablie de la propriété privée. La différence très nette qui existe entre le roi, ou la classe dirigeante plus généralement, et la population gouvernée, recèle aussi certaines vertus pour Hoppe. Du fait qu'il existe une barrière quasi infranchissable entre ces deux mondes sociaux, les gouvernés conçoivent une conscience de classe très forte de leurs intérêts et de leur situation. Or, cette conscience de classe renforce la solidarité des sujets face à toute tentative d'alourdir le tribut. Plus l'impôt menace de dépasser le seuil jugé légitime, plus le risque de rébellion ou de retrait de l'obéissance grandit, ce qui incite une nouvelle fois
à la retenue fiscale. Ce contrepoids est d'autant plus important que tout pouvoir étatique, on l'a dit, quelle que soit sa nature, cherche à se concentrer et à s'étendre. Avec la concurrence interétatique, un État est souvent tenté par une politique expansionniste. Or, là encore, monarchie et démocratie se distinguent. Comme chacun sait que l'agrandissement du royaume enrichit le roi plutôt que le pays, les sujets considèrent toute guerre d'expansion comme une aventure privée que le roi devrait financer sur ses propres deniers. Or, la guerre exige des ressources extraordinaires. Lever de nouvelles taxes ou recruter de force des hommes pour un conflit perçu comme l'affaire privée du roi susciterait aussitôt une opposition dangereuse. Par simple calcul, le souverain privilégie donc les formes d'expansion les moins coûteuses qui existent. L'achat de terres, les accords dynastiques, les mariages entre familles royales, etc. Dans cette logique, la politique étrangère d'un roi se confond largement avec une politique matrimoniale. L'agrégation de territoires se fait plus souvent par contrat que par conquête. La trajectoire d'expansion demeure ainsi plus lente, plus pacifique, et surtout moins gourmande en prélèvements. Et quand la guerre est vraiment inévitable, le roi s'efforce qu'elle soit la plus courte possible et la moins coûteuse en hommes. On voit donc que, pour Hoppe, la structure même du gouvernement monarchique conduit à une forme de modération. L'administration démocratique, de propriété publique donc, conduit inversement à des excès accrus. Un dirigeant en démocratie peut utiliser l'appareil d'État à son avantage personnel, tout le monde le sait. Mais il n'en est pas propriétaire. Il a l'usage actuel des ressources étatiques, sans posséder leur valeur en capital. Il ne peut donc pas, par exemple, transmettre un office à un héritier, ni encore capitaliser la valeur future de l'impôt comme un patrimoine familial. Dès lors, ces incitations se concentrent sur le revenu immédiat. Mieux vaut hausser la ponction présente, quitte à éroder les bases fiscales de demain, car ce qui ne sera pas consommé avant la prochaine élection risque d'échapper définitivement au titulaire du pouvoir. Ce qu'il cherche à maximiser, c'est le revenu courant, et non la richesse étatique totale. N'étant pas redevable de ce qui arrivera après la fin de son mandat, un président démocratique n'a aucun intérêt vital à ne pas ruiner le pays. Cela ne veut évidemment pas dire qu'il n'y a jamais d'homme politique responsable en démocratie, bien sûr, il peut y en avoir, tout comme il peut y avoir des rois particulièrement mauvais et peu économes. Mais ce que veut dire Hoppe, c'est que, structurellement, le dirigeant démocratique ne doit pas nécessairement se soucier de ce qui vient après lui. L'épuisement progressif du capital étatique, les bâtiments, les infrastructures, la stabilité monétaire, tout cela est en quelque sorte invisible pour la comptabilité publique, ce qui rend la consommation de capital quasi inévitable. Or justement, ce qui accroît plus encore ces excès, c'est que la barrière entre gouverné et gouvernant est bien plus floue en démocratie, rendant ainsi la conscience de classe des gouvernés très confuse. L'illusion, écrit Hoppe, surgit même qu'une telle distinction n'existe plus, qu'avec une administration démocratique, personne n'est gouverné par quiconque, mais plutôt chacun se gouverne soi-même. En effet, c'est en grande partie en raison de cette illusion que la transition de la monarchie à la démocratie pouvait être interprétée comme un progrès, et par conséquent comme méritant le soutien public. Par suite, la résistance publique contre le pouvoir étatique est systématiquement affaiblie, alors que l'expropriation et la fiscalité ont pu auparavant paraître au public clairement oppressives et malignes, elles le semblent bien moins, l'humanité étant ce qu'elle est, une fois que quiconque peut entrer librement dans les rangs de ceux du côté bénéficiaire. Dans la monarchie héréditaire, en effet, le pouvoir est perçu comme quelque chose de différent de nous. Qu'on le considère comme légitime ou non, on identifie le pouvoir comme appartenant à un individu ou à une famille, qui doit faire attention à la manière dont il l'exerce. En démocratie, le pouvoir est censé être l'expression de la volonté du peuple. Si le pouvoir augmente donc les impôts, par exemple, il n'y a pas de recours externe à invoquer. C'est que le peuple lui-même veut cette hausse d'impôts. Par conséquent, les impôts
augmenteront, et ce de façon mécanique. De même, l'emploi par l'administration d'employés étatiques, les fonctionnaires, tendra à monter toujours plus. Si on compare l'époque de Louis XIV avec la France d'aujourd'hui, ce qui est une comparaison qui vaut ce qui vaut, bien entendu, il y avait à l'époque, en tout et en comptant vraiment large, 25 000 agents de l'État royal pour environ 20 millions d'habitants. Alors que en 2023, selon l'INSEE, la fonction publique dans son ensemble compte désormais 5,66 millions d'employés, soit environ un emploi sur 5. Je vous donne ce petit exemple pour vous montrer cette évolution que décrit Hoppe. L'État moderne, démocratique et redistributif mobilise des centaines de fois plus d'agents pour des fonctions bien plus étendues qu'autrefois. L'éducation, la santé, la sécurité sociale, la culture, etc. Cette inflation bureaucratique est exactement ce que Hoppe critique comme symptôme de la propriété publique du pouvoir, qui pousse à toujours étendre la sphère de l'État aux dépens de la production privée. Dans les finances intérieures, le gestionnaire démocratique accumule ainsi plus volontiers de la dette. Contrairement au roi, qui est personnellement solvable sur son domaine, le président n'est jamais tenu de rembourser. La charge est refilée à des mandatures futures et, in fine, aux contribuables. Le résultat est un basculement durable vers le déficit et la monétisation. L'endettement public, jadis rarissime, représente rarement moins de 30% du produit national dans le monde occidental et dépasse même souvent les 100%. L'anticipation de futurs impôts ou d'évaluation accroît alors la préférence temporelle de l'ensemble de la société. Face à une fiscalité attendue plus lourde, ménages et entreprises raccourcissent leurs horizons, privilégient la consommation ou l'investissement rapide et réduisent l'épargne à long terme, autant de signes d'un processus de décivilisation. Mais ce n'est pas tout. La démocratie transforme en profondeur la fonction juridique de l'État. Sous un régime monarchique, le roi ne crée pas de loi ex nihilo. Il s'insère dans un ordre juridique préexistant fondé sur la propriété privée. Car même s'il se tient partiellement au-dessus, il agit au sein d'un droit essentiellement privé, stable et prédictible. Ce que le roi doit faire, c'est simplement s'assurer que chacun respecte ses règles pour que la société puisse suivre son cours naturel. A l'inverse, dans une démocratie fondée sur la propriété publique de l'État, la loi devient droit public, c'est-à-dire un corpus qui exempte les gouvernants de toute responsabilité personnelle et introduit des règles qui s'imposent aux autres mais non à eux-mêmes. Le droit public devient même un droit supérieur qui remodèle progressivement le droit privé selon des objectifs politiques du moment. La loi n'est plus alors une règle fixe à respecter, mais un outil de redistribution. Le législateur démocratique, n'ayant ni la propriété ni la responsabilité du capital public, utilise son pouvoir pour créer un nouveau droit positif qui consiste à concevoir de nouvelles lois, non pour défendre la propriété existante, mais pour redistribuer la richesse entre groupes sociaux. Parmi les formes principales de la redistribution, on a les transferts directs, donc les impôts prélevés sur les uns pour subventionner les autres, les services publics gratuits entre guillemets, donc l'éducation, la santé, l'infrastructure, qui sont en fait financés par des contribuables différents des bénéficiaires, et enfin les réglementations économiques, les prix contrôlés, les monopoles, les quotas, les subventions, qui avantagent certains acteurs au détriment d'autres. Or, pour Hoppe, toute redistribution désorganise l'ordre économique de deux façons. Premièrement, elle rend le droit instable et imprévisible. Le citoyen ne peut plus anticiper quelles règles s'appliqueront demain, car le législateur peut les modifier à volonté. Cette incertitude juridique augmente dès lors la préférence temporelle dans la société. Les individus consomment plus, investissent moins, et se soucient moins de l'avenir puisqu'il est devenu juridiquement incertain. Et deuxièmement, la redistribution affaiblit l'incitation à produire et à prévoir correctement. En effet,
Certains reçoivent une part de richesse sans avoir rien produit, pendant que d'autres se la voient retirer malgré leur productivité. Dès lors, l'intérêt relatif à produire de la valeur, à innover ou à anticiper les besoins futurs diminue. Il devient plus rationnel d'entrer dans les catégories protégées, les pauvres, les malades, les inemployables, les discriminés. Il devient plus rationnel d'entrer dans ces dites catégories que d'en sortir. Même lorsque les critères d'éligibilité sont rigides, comme le sexe, l'âge ou la race, les comportements changent. Les privilégiés n'ont plus d'incitation forte à s'autonomiser, et les pénalisés, eux, perdent l'envie d'accumuler. Le résultat est un rétrécissement de la base productive et une montée du parasitisme. Cela enclenche donc un cercle vicieux. Plus la population dépendante grossit, plus le système coûte cher à entretenir, plus il faut donc taxer ou confisquer les producteurs restants. Cela accentue encore les incitations perverses, pousse davantage de gens à se détourner du travail productif et élève toujours plus la préférence temporelle dans la société. Il en résulte une décivilisation progressive. La société devient plus court-termiste, dépendante, infantile, incapable de projeter ses efforts dans l'avenir, exactement l'inverse du processus de civilisation basé sur l'épargne, la prévoyance et l'autonomie personnelle. Et disons encore un mot du rapport à la guerre, pour que la comparaison entre démocratie et monarchie soit complète. Quand on passe d'un régime à l'autre, le type même de conflit se transforme. Les guerres monarchiques étaient des litiges successoraux entre familles régnantes, on l'a vu. Elles portaient sur des biens tangibles, comme un duché, une couronne, et restaient, pour le public, l'affaire privée des souverains. Par raison pécuniaire, la rareté des soldats, l'entraînement coûteux, la peur de l'impôt impopulaire, les rois limitaient leurs objectifs, distinguaient combattants et civils, évitaient les batailles décisives et se contentaient souvent de manœuvres destinées à obtenir un gain territorial proportionné au risque. Mais lorsque la frontière entre gouvernants et gouvernés se brouille, comme dans la République démocratique, cette retenue s'efface. Le régime mobilise une légitimité populaire. La nation s'identifie à l'État. Le conflit n'oppose plus deux maisons souveraines, mais deux peuples, et au-delà, deux visions du monde. La fidélité fiscale devient alors patriotisme. S'opposer à la guerre, c'est trahir. La conscription se généralise, les armées de masse se renouvellent à bas coût, l'économie entière est réquisitionnée. La distinction civil-combattant disparaît ensuite. L'objectif n'est plus la possession d'une province, mais la soumission, voire la destruction de la culture ennemie. De la Révolution française aux deux guerres mondiales, le jeu réglé des princes, comme on disait, cède ainsi la place à la guerre totale, indéfiniment justifiable au nom de la nation, de la liberté ou du progrès, et potentiellement sans limite de moyens ni de victimes. Pour Hoppe, l'histoire politique moderne peut donc se ramener à un conflit entre ces deux dynamiques de la préférence temporelle. Tant que les atteintes aux droits de propriété demeurent sporadiques, comme sous la monarchie, le mouvement séculaire de civilisation se poursuit. L'épargne s'accumule, l'horizon de planification s'allonge et le capital matériel et moral croît. La trajectoire ne dévie réellement que lorsque la prédation devient légale et permanente, c'est-à-dire lorsqu'elle s'incarne dans un appareil d'État. Hoppe relie ainsi les deux derniers siècles de l'histoire occidentale. Après l'échec napoléonien, l'Europe reste largement monarchique, mais la logique démocratique sortie de 1789 grignote peu à peu les institutions. On assiste un peu partout à un élargissement du suffrage et à une affirmation des parlements. Mais la rupture irréversible, on l'a dit au début, survient avec la Première Guerre mondiale, lorsque l'intervention wilsonienne transforme une querelle dynastique en croisade idéologique pour la démocratie. Les Habsbourg, les Hohenzollern et les Romanov abdiquent, le suffrage universel et les républiques parlementaires deviennent la norme de Lisbonne à Helsinki. À partir de 1918, l'Occident est entré, pour Hoppe, dans l'âge du gouvernement public, qui a vu s'installer de façon structurelle une hausse de la préférence temporelle sociale, une expansion continue de l'État et une capitalisation négative. Fiscalité et dette en croissance permanente,
abandon de l'étalon or, inflation papier et protectionnisme, multiplication des guerres totales, conscription de masse, centralisation politique sans précédent, démantèlement progressif du droit privé par une législation redistributive sans fin. Autant de symptômes mortels qui prolifèrent à ses yeux. Et dans la sphère civile, l'institution familiale se fragilise, l'autonomie individuelle recule, l'épargne stagne malgré l'enrichissement matériel, tandis que la criminalité, l'assistanat et l'hédonisme gagnent du terrain. Des signes, selon Hoppe, d'une infantilisation et d'une brutalisation de la vie sociale. Cette analyse a quelque chose de renversant au sens littéral du mot. Nous sommes habitués à voir dans le passage de la monarchie à la démocratie un progrès. Or, Hoppe montre plutôt que c'est la monarchie qui a accompagné le processus de civilisation de l'Europe et que c'est la démocratie qui le détricote en dépensant allègrement le capital accumulé pendant des siècles. Par des voies assez différentes, Hoppe rejoint donc sans le savoir le constat de Charles Maurras un siècle plus tôt, qui écrivait ceci dans Tinéa, je vous le cite. « Des biens que les générations ont lentement produits et capitalisés, toute démocratie fait un grand feu de joie. Mais une flamme est plus prompte à donner des cendres que le bois du bûcher ne l'avait été à mûrir. L'énormité de notre capital national ne doit pas engendrer de trompeuses sécurités. Être nationaliste et vouloir la démocratie, c'est vouloir à la fois gaspiller la force française et l'économiser, ce qui est, je crois, l'impossible. » Néanmoins, si Hoppe peut partager le même constat que Maurras à cet égard, cela ne signifie pas qu'il se bat pour le retour de la monarchie. La comparaison entre les deux régimes lui sert surtout à montrer les failles et les limites de la démocratie. Mais ce n'est pas parce que la monarchie est meilleure que la démocratie qu'elle est son idéal. Sa position est plutôt que la monarchie est la meilleure forme d'État possible. Mais de là à savoir si un État est vraiment nécessaire, là, c'est une autre question. Je vous le cite directement. Hoppe écrit ceci. « Si on doit avoir un État défini comme un organisme qui exerce un monopole territorial obligatoire de la prise de décision en dernier ressort et de l'imposition, alors il est économiquement et éthiquement avantageux de choisir la monarchie plutôt que la démocratie. Mais cela laisse la question ouverte de savoir si un État est nécessaire ou non, c'est-à-dire s'il existe une alternative aux deux, à la monarchie et à la démocratie. Toute domination réclame en effet une croyance partagée pour qu'elle s'exerce. Telle était la leçon d'Étienne de la Boétie, qui avait montré en son temps que les rois n'étaient obéis que parce que les sujets acceptaient de leur obéir. Or justement, la monarchie, jadis jugée évidente comme forme du pouvoir, paraît désormais inconcevable. Et je parle bien de monarchie au sens véritable du terme. Les monarchies qui existent encore en Grande-Bretagne, en Belgique, aux Pays-Bas ou en Scandinavie ne sont des monarchies que de nom. Dans les faits, ce sont des régimes démocratiques au même titre que les républiques européennes. Mais cette évolution vers la démocratie est-elle irrévocable ? Hoppe ne le croit pas. Rien n'exclut qu'à son tour, la démocratie soit délégitimée et déconsidérée comme la monarchie. L'issue dépend donc d'un basculement des idées. Hoppe estime en effet que le cours de l'histoire humaine est largement déterminé par les idées, que ces dernières soient vraies ou fausses d'ailleurs. Ainsi, dans sa perspective libertarienne, que nous allons maintenant examiner davantage, il s'agit désormais de reconnaître que la civilisation ne procède ni des rois ni des parlements, mais de la propriété privée, des contrats et de la responsabilité personnelle. Telle est, selon lui, la condition nécessaire pour interrompre la spirale de décivilisation et réorienter le temps social vers le long terme. Même si la monarchie offre considérablement plus d'avantages que le gouvernement démocratique, elle est néanmoins fondée, elle aussi, sur des principes inacceptables pour Hoppe. Il s'agit donc de proposer une alternative positive à la monarchie et à la démocratie.
Pour cela, il introduit le concept d'ordre naturel. C'est l'idée que la civilisation ne provient pas du monopole d'exploitation politique, qu'elle soit monarchique ou démocratique, mais de la propriété privée, de la production et de l'échange volontaire. Autrement dit, le progrès matériel et moral naît partout où chacun peut acquérir, employer et transmettre des biens sans contrainte, et non dans la redistribution forcée orchestrée par un souverain ou un parlement. L'ordre naturel est quelque chose qui existe donc en amont de l'aliénation politique, monarchiste ou démocratique. La démocratie le dénature bien davantage, mais la monarchie tord cet ordre naturel aussi néanmoins. Ici, on peut avoir l'impression que Hoppe rejoue les théories du contrat social telles qu'on les avait vues fleurir au début de la pensée libérale chez Locke ou Hobbes par exemple, qui postulaient un individualisme et une égalité existant avant la constitution de la société. Il y a un peu de cela bien sûr, mais cette position a été infléchie et corrigée chez Hoppe par un éclairage qu'on pourrait qualifier d'aristocratique. Alors je ne sais pas si c'était déjà le cas quand il écrivit ce livre en 2001, mais Hoppe sera attentif à certaines leçons de la contre-révolution. Dernièrement, il a même remis au goût du jour les idées de Karl Ludwig von Haller, un très grand théoricien suisse de la contre-révolution, en montrant tout ce qu'il pouvait y avoir de lien entre sa pensée et la pensée libertarienne. Dès lors, si l'ordre naturel désigne une configuration sociale dans laquelle toute coopération humaine est encadrée exclusivement par la propriété privée, par le contrat et la responsabilité individuelle, il ne s'agit pas d'un état de nature chaotique. C'est au contraire un ordre hautement structuré, mais structuré de bas en haut, par l'agrégation spontanée des échanges des accords entre propriétaires. La pierre angulaire en est le droit de propriété parfaitement délimité. Chacun dispose de son corps, des biens qu'il a produits ou acquis par consentement mutuel, et demeure seul responsable des conséquences de ses actes. À partir de ce socle, tous les services dits publics, police, justice, assurance, infrastructure, monnaie, sont fournis par des entreprises ou associations concurrentes, financées volontairement. Concrètement, une querelle de voisinage se règle par un arbitre choisi d'un commun accord. La protection contre l'agression s'achète auprès d'une agence d'assurance-défense qui, pour préserver sa réputation et son portefeuille de clients, cherche à minimiser les conflits et à indemniser rapidement les victimes. Mais pour que cet ordre naturel existe, cet ordre de la propriété privée donc, il faut toutefois une condition sociologique, à savoir l'existence d'une élite naturelle, d'une nobilitas naturalis, écrit-il, c'est-à-dire d'un petit nombre de familles ou d'individus dont la réussite économique, la sagesse ou le courage leur valent un prestige librement reconnu. Ce n'est donc pas parce qu'il critique l'appareil étatique que Hoppe verse dans l'utopisme égalitaire, selon lequel tous les hommes seraient égaux. Non, les talents des hommes sont inégaux, et parce que les talents sont inégaux, toute société un tant soit peu complexe se hiérarchise spontanément. Une minorité acquiert une autorité naturelle que la majorité consulte et imite. Ces aristocrates incarnent, pour ainsi dire, la colonne vertébrale de l'ordre naturel, mais sont jamais disposés d'un droit exclusif d'imposer leurs décisions. Par la sélection matrimoniale et l'hérédité, cette position d'arbitre se transmet ordinairement à l'intérieur d'un lignage ancien, identifié à son sens du devoir et à la constance de sa conduite. Les chefs de ces familles, explique Hoppe, rendent alors des services collectifs, arbitrage, conciliation, maintien de la paix, souvent gratuitement ou contre paiement volontaire, exactement comme on fournirait un bien public dans un cadre entièrement privé. C'est vers les chefs de ces familles de longue tradition de réussite supérieure, écrit-il, de vision à long terme et de conduite personnelle exemplaire, que les hommes se tournent, avec leurs conflits et leurs plaintes les uns envers les autres. Et ce sont ces mêmes chefs de l'élite naturelle qui généralement agissent comme juges et artisans de paix, souvent gratuitement, par sens des obligations requises et attendues d'une personne d'autorité, voire par souci moral de justice civile, comme bien public produit par le privé. Or, c'est sur ce terreau d'élite non monopolistique qu'apparaît un jour la monarchie.
L'invention du roi, si je puis dire, survient lorsqu'un seul des membres de cette aristocratie parvient à imposer que tous les litiges d'un territoire passent désormais par lui, excluant les autres juges concurrents. Comme chez Rousseau, il y a donc bien une sorte de péché originel dans la pensée hoppienne. Mais ce péché n'est pas l'invention de la propriété privée, c'est plutôt le moment où un membre de cette aristocratie naturelle prend le pas sur les autres et impose son monopole de décision. À partir du moment où les justiciables sont captifs d'un juge unique, en effet, la justice cesse d'être offerte gratuitement ou contre honoraires libres. Elle est financée par un impôt obligatoire. Le prix du droit augmente donc mécaniquement. En même temps, sa qualité baisse, car un arbitre sans concurrence peut plier les règles à son avantage sans craindre de perdre ses clients. Il y a donc de bonnes raisons d'être anti-royaliste pour Hoppe. Cependant, la confusion fait que les anti-royalistes se trompent bien souvent de diagnostic. Le problème de la monarchie, pour lui, est son monopole, et non pas l'existence d'une élite ou d'une noblesse. Plutôt que de supprimer le monopole judiciaire, ceux qui se sont révoltés dans l'histoire contre la monarchie ont plutôt décidé de transférer ce monopole du roi au peuple. Et c'est ainsi que s'explique le succès historique de la démocratie. Elle promet d'abattre le privilège visible sans toucher à la racine institutionnelle. Il y a là quelque chose d'ironique, souligne notre auteur. Pour neutraliser les résistances des aristocrates, les rois n'ont cessé de courtiser le commun, attisant l'envie égalitaire et promettant une justice moins coûteuse financée par l'impôt sur les grands seigneurs concurrents. Mais une fois ces rivaux affaiblis, c'est la même rhétorique populaire qui se retourna contre le trône. Le roi, dernier noble encore debout, apparaît désormais comme le plus grand des privilégiés. Il est logiquement détrôné et l'égalité est poussée à son terme. Le monopole de la loi passe du monarque au corps électoral pour devenir la prérogative du législateur démocratique. Or, la démocratisation du droit, c'est-à-dire le transfert du monopole judiciaire du roi vers le peuple, n'a pas corrigé les maux engendrés par la monarchie, elle les a amplifiés. Depuis que législateurs et fonctionnaires rédigent, appliquent et interprètent la loi, le prix de la paix civile a explosé. L'idée traditionnelle d'un droit composé de principes universels et immuables s'efface au profit d'un droit législation, la loi faite par l'État, malléable au gré des coalitions politiques. Parallèlement, la démocratie a parachevé ce que la monarchie avait seulement entamé, à savoir la dissolution des élites naturelles. Les grandes familles, garantes d'indépendance économique, de culture et de prudence à long terme, ont perdu leur patrimoine ou sont devenus rentières de l'État. Les riches d'aujourd'hui doivent bien souvent leur fortune, directement ou non, aux faveurs publiques. Dépendantes de ces rentes, ils ne constituent plus un contre-pouvoir moral, ils ne se distinguent plus par la vertu ou le goût, et leur autorité sociale s'estompe. Leur conduite, écrit Hoppe, leur conduite à celle des riches, n'est pas marquée par une vertu spéciale, une dignité ou un goût particulier, mais le reflet de la même culture de masse prolétarienne de concentration sur le présent, d'opportunisme et d'hédonisme que les riches partagent désormais avec tous les autres. En conséquence, leurs opinions n'ont pas plus de poids que celles de quiconque sur l'opinion publique. Le but proposé par Hoppe est donc de retrouver l'ordre naturel, qui apparaît ainsi comme le contre-type exact de l'État, qu'il soit monarchique ou démocratique. Là où l'État repose sur la taxation, c'est-à-dire la violation institutionnalisée de la propriété, et sur un juge sans concurrence, l'ordre naturel, lui, repose sur le financement volontaire et la concurrence jurisprudentielle. Les fonctions régaliennes ne disparaîtront pas, bien évidemment, il sera toujours nécessaire, par exemple, d'assurer la sécurité des citoyens, elles seront simplement reprivatisées et mises en concurrence, ce qui, selon Hoppe, les rendra à la fois moins coûteuses et plus équitables. Toutefois, là où il aurait été relativement simple de retrouver cet ordre naturel à l'époque de la monarchie, ce sera beaucoup plus difficile à mettre en œuvre après 2 siècles de dissolution démocratique. En effet, à l'époque monarchique, il aurait simplement suffi d'abolir le monopole du roi sur le droit et l'application du droit, écrit-il,
et de le remplacer par un ordre naturel de juridiction concurrente, car les restes des élites naturelles qui auraient pu se charger de cette tâche existaient encore. De nos jours, il n'existe plus vraiment de notables indépendants pour reprendre la fonction de justice en concurrence. Et le peuple, lui, est tellement habitué à compter sur l'État pour tout que le vide institutionnel que créerait l'abolition de l'État risque d'être terrible à vivre. La stratégie promue par Hoppe est donc la suivante. Il faut œuvrer à la délégitimation intellectuelle de la démocratie d'une part, mais aussi impulser un vaste mouvement de décentralisation et de sécession. Le monde occidental a connu une centralisation politique de plus en plus grande à travers les siècles. Il s'agit désormais pour Hoppe d'inverser la tendance. Il en appelle donc à une stratégie de sécession en cascade. Il faut fragmenter les grands États en unités territoriales, petites et nombreuses. Dans des cantons, des cités ou des districts réduits, la concurrence fiscale limite mécaniquement l'exploitation et quelques individus, reconnus pour leur indépendance économique, pour leur probité et leurs compétences, peuvent y redevenir des autorités naturelles. C'est seulement dans ces espaces restreints qu'un ordre juridique réellement privé, fondé sur des juridictions concurrentes et chevauchantes, pourra renaître comme alternative pratique au monopole monarchique et démocratique. Cette politique de sécession prônée par Hoppe peut paraître quelque peu utopique au premier abord. Nous vivons dans des États extrêmement centralisés qui savent faire respecter leur autorité quand ils le veulent. Dans quelle mesure est-il donc vraiment envisageable de pouvoir créer des communautés locales plus petites et autonomes ? Il faut toutefois revenir sur les fondements de l'ordre démocratique pour comprendre que, selon Hoppe, ce système ne peut plus tenir très longtemps. La sécession doit donc se préparer dans cette perspective d'un effondrement de cet ordre social. Je vous ai déjà expliqué que la démocratie se caractérisait par une très grande préférence temporelle. Voyons maintenant un peu plus concrètement comment la démocratie scie la branche sur laquelle elle est assise. Imaginez un État mondial, démocratiquement élu selon le principe d'un homme une voix à l'échelle mondiale. Quel serait le résultat probable d'une telle élection ? Demande Hoppe. Très probablement, nous aurions un État de coalition sino-indienne. Et que cet État déciderait-il probablement de faire pour satisfaire ses partisans et être réélu ? L'État constaterait probablement que le soi-disant monde occidental est beaucoup trop riche et le reste du monde, en particulier la Chine et l'Inde, bien trop peu, et qu'une redistribution systématique des richesses et des revenus serait nécessaire. Ou imaginez que, dans votre propre pays, le droit de vote soit étendu aux enfants de 7 ans. Bien que l'État ne serait probablement pas doté d'un personnel composé d'enfants, ces politiques reflèteraient très certainement les préoccupations légitimes des enfants d'avoir un accès adéquat et égal, gratuit aux frites, à la limonade et aux vidéos. Ces deux petites expériences de pensée ont pour but d'exposer la logique interne qui pousse toute démocratie majoritaire à se transformer en État redistributif destructeur de capital. Sitôt que le suffrage universel confère à chaque adulte un pouvoir politique égal, l'enjeu des élections cesse d'être la protection de la propriété pour devenir la conquête de transferts d'argent au détriment d'autrui. Mais cette politique de distribution, défend Hoppe, conduit en vérité à toutes sortes d'effets pervers. Par un principe d'hétérotélie économique, chaque redistribution aggrave la situation plus qu'elle ne l'améliore. Hoppe donne plusieurs exemples parlants, que je vous cite. En subventionnant des gens parce qu'ils sont au chômage, plus de chômage sera créé. Venir en aide aux mères célibataires via des fonds fiscaux entraînera une augmentation de la monoparentalité et du divorce. En subventionnant les retraités avec les taxes imposées aux salariés plus jeunes, l'institution de la famille, donc le lien intergénérationnel entre parents, grands-parents et enfants, est systématiquement affaibli. Les vieux n'ont en effet plus à compter sur l'assistance de leurs enfants s'ils n'ont pas pris de dispositions pour leur propre vieillesse,
Et les jeunes, ayant d'ordinaire moins de richesses accumulées, doivent subvenir aux besoins des vieux, ayant d'ordinaire plus de richesses accumulées, plutôt que l'inverse. Le désir d'enfant des parents et celui de parents des enfants déclineront. Les ruptures familiales et les familles dysfonctionnelles augmenteront. Et la prévoyance, épargne et formation de capital diminuera, alors que la consommation augmentera. En subventionnant les tirs au flanc, les névrotiques, les négligents, les alcooliques, les toxicomanes, les sidéens et les physiquement et mentalement handicapés par réglementation des assurances et assurances maladies obligatoires, le résultat sera davantage de maladies, de tirs au flanc, de névrotisme, de négligence, d'alcoolisme, de toxicomanie, de sida et de retard physique et mental. En obligeant les propriétaires privés et ou les personnes gagnant un revenu sur le marché, c'est-à-dire les producteurs, à subventionner les politiciens, les partis politiques et les fonctionnaires, Hoppe rappelle que les politiciens et les employés étatiques ne payent pas d'impôts mais sont payés par les impôts, il y aura alors moins de création de richesses, moins de producteurs et moins de productivité, et encore plus de gaspillage, de parasites et de parasitisme. Alors un petit mot de précision sur la fin de cette citation. Les fonctionnaires qui écouteraient cette vidéo seront peut-être surpris d'entendre qu'ils ne payent pas d'impôts. Pourtant, réfléchissons un instant. Si demain on abolissait tous les impôts, la plupart des gens verraient leur revenu net grimper au niveau de leur revenu brut. Mais pas les fonctionnaires, car c'est précisément la différence entre brut et net qui sert à financer leur salaire. Leur salaire à eux n'augmenterait donc pas, et même il tomberait certainement à zéro. C'est ce qu'expliquait Murray Rothbard, que je vous cite ici. Si un bureaucrate reçoit un salaire de 5 000 $ par mois et paye 1 000 $ en impôts à l'État, il est bien évident qu'il reçoit simplement un salaire de 4 000 $ et ne paye aucun impôt du tout. Les chefs de l'État ont simplement choisi un dispositif comptable complexe et trompeur pour faire croire qu'ils payent des impôts de la même manière que tout homme ayant les mêmes revenus. Et Hoppe en conclut, voilà pourquoi des groupes comme les enseignants ou les universitaires soutiennent presque toujours plus d'impôts. Ce n'est pas qu'ils s'imposent un sacrifice, c'est que ces impôts sont le moyen par lequel leurs propres revenus augmentent. Mais revenons au fond de la grande citation que je vous ai lue. Depuis 1914, après un siècle de triomphe de démocratie et de redistribution, les résultats sont là, dit Hoppe. Le fonds de réserve hérité du passé est apparemment épuisé. Cela fait maintenant plusieurs décennies, depuis la fin des années 60 ou 70, que le niveau de vie réel stagne ou diminue en Occident. La dette publique et le coût du système de sécurité sociale et de soins santé existant ont engendré la perspective d'un effondrement économique imminent, écrit-il. Et en parallèle, presque toutes les formes de comportements indésirables, comme le chômage, la dépendance aux aides sociales, la négligence, l'insouciance, l'incivilité, la psychopathie, l'hédonisme et la criminalité, ont augmenté et les conflits sociaux et l'effondrement social ont atteint des niveaux dangereux. C'est pourquoi, dit Hoppe, si les tendances actuelles se poursuivent, on peut dire sans trop s'avancer que l'État-providence occidental, la social-démocratie, s'effondrera, tout comme le socialisme oriental à la russe s'est effondré à la fin des années 80. Et la comparaison entre les deux systèmes est ici intéressante. Pour Hoppe, si vous avez suivi jusqu'ici, le communisme soviétique n'était en fait pas l'opposé de la social-démocratie occidentale, mais simplement un régime de même nature qui en aggravait plus encore les tares. L'absence de démocratie n'a rien à voir avec la chute du communisme. Ce n'était pas le principe de sélection des politiciens qui constituait le problème du socialisme, mais plutôt que chaque producteur privé avait besoin de l'autorisation de quelqu'un d'autre pour prendre la moindre décision. L'État soviétique était un État parasite à son paroxysme qui a détruit toute incitation des producteurs à produire, conduisant à une grande pauvreté. Or, par une voie plus lente mais non moins sûre, la social-démocratie s'achemine vers le même but, à savoir le pillage légal. Il n'est donc pas impossible que nos systèmes démocratiques s'effondrent un jour de la même façon que le système soviétique, une fois qu'ils auront complètement étouffé toute création de richesse réelle et ne pourront même plus financer le système de redistribution. C'est dans cette perspective, dit Hoppe,
qu'il faut préparer la sécession, seule manière à ses yeux de sortir de la crise à venir de façon positive. Pour cela, le travail intellectuel pour préparer les esprits est plus que jamais nécessaire. Ce qui est nécessaire, écrit-il, outre une crise, ce sont des idées correctes, et des hommes capables de les comprendre et de les mettre en œuvre lorsque l'occasion se présente. In fine, le cours de l'histoire est déterminé par les idées, qu'elles soient vraies ou fausses, et par les hommes qui agissent et sont inspirés par des idées vraies ou fausses. Le bazar actuel est aussi le résultat d'idées. C'est le résultat de l'acceptation massive par l'opinion publique de l'idée de démocratie. Tant que cette acceptation prévaut, une catastrophe est inévitable et il ne peut y avoir aucun espoir d'amélioration même après son arrivée. D'autre part, dès que l'idée de démocratie sera reconnue comme fausse et vicieuse, et les idées peuvent en principe être changées presque instantanément, une catastrophe peut être évitée. Pour sortir de cette crise, Hoppe martèle donc cette idée que la démocratie est non seulement un non-sens économique, comme on l'a vu, mais une idée immorale. C'est généralement au nom de la morale bien plus que de son efficacité pratique qu'on défend ce régime. Or, Hoppe lui dénie complètement cette qualité. La démocratie, fondamentalement, dit-il, c'est la possibilité pour deux individus de s'unir pour dépouiller un troisième. Il n'y a donc aucune justice dans ce système. Il ne faut donc pas hésiter à traiter les turiféraires de ce système comme des imposteurs moraux. Ce livre de Hoppe peut évidemment paraître un peu choquant de nos jours, tant la critique de la démocratie est rare et peu courante. Mais c'est là quelque chose de nouveau. La plupart des grands penseurs de l'histoire, je le rappelle, depuis la naissance de la philosophie de l'Antiquité avec Socrate et Platon au siècle dernier, la plupart des grands penseurs, disais-je, n'ont eu que mépris pour la démocratie. À cet égard, Hoppe s'inscrit donc dans une très longue tradition intellectuelle qu'il serait bon de consulter quelquefois au-delà des caricatures. Que l'on soit convaincu ou non par cette idée d'un ordre naturel anarcho-capitaliste, ce qui n'est pas mon cas, je vous l'avoue, force est de reconnaître que le diagnostic hoppien de la démocratie est d'une grande pertinence. C'est pourquoi je vous invite chaudement à lire le livre de votre côté, car il recèle encore bien des chapitres intéressants, sur les erreurs du libéralisme classique, sur les rapports entre conservatisme et libertarianisme, sur la manière d'envisager l'immigration dans un ordre libertarien, etc. Il y aura encore bien des choses à dire, et j'ai tout à fait conscience de n'avoir pas épuisé le sujet. Mais s'il y a bien une chose à retenir de cette perspective pour terminer la vidéo, c'est que la critique de la démocratie et de la politique égalitaire ne se font pas sur quelque affect négatif ou désir pervers de domination comme on le croit trop souvent à gauche. C'est au contraire par souci du temps long et par désir de vivre dans une société juste et ordonnée qui respecte la liberté et le labeur de chacun que des penseurs radicaux comme Hoppe prennent le risque d'aller à l'encontre des dogmes dominants, au mépris des risques pour leur réputation et leur carrière. Et enfin, je termine comme à mon habitude par un petit conseil de lecture pour vous enjoindre à aller plus loin dans la réflexion, en espérant que cette vidéo vous aura donné envie d'en découvrir davantage. Je vous conseille donc bien évidemment de vous procurer et de lire cet ouvrage « Démocratie, le Dieu qui a échoué ». Alors je crois qu'il y a deux éditions françaises de ce livre, je n'en suis pas certain. En tout cas, moi j'ai celle-ci aux éditions John Galt, qui est quand même un gros morceau, comme vous pouvez le voir à l'écran. C'est un grand livre d'environ 400 pages, une douzaine ou 13 chapitres, je crois. Voilà, 13 chapitres. Alors certains chapitres sont parfois un peu redondants, si je puis me permettre. Entre le premier et le deuxième chapitre, par exemple, je trouve que de nombreux arguments sont un peu répétés ou reformulés d'une autre manière. Il n'en demeure pas moins que c'est un livre vraiment passionnant, à lire crayon à la main néanmoins. Hoppe écrit dans une langue qui est accessible et claire, je trouve, mais il faut quand même suivre le raisonnement de bout en bout, ce qui demande quand même à être assez concentré. Mais c'est un livre incontournable à mes yeux parmi les essais politiques contemporains. Donc édition John Galt. Ensuite, il n'y a pas énormément de livres de Hoppe qui sont disponibles en français, je crois, mais il y a aussi celui-ci que je vous conseille, La Grande Fiction, sous-titré L'État, c'est imposteur, aux éditions Le Drapeau Blanc. Alors je vous ai déjà parlé des éditions du Drapeau Blanc
quand il était question de Antoine Blanc de Saint-Bonnet, le grand contre-révolutionnaire, sur la douleur, ce qui montre quand même qu'il y a des liens, des ponts à faire entre cette école contre-révolutionnaire et la pensée de Hoppe, car les éditions du Drapeau Blanc, bah, comme leur nom l'indique, est une maison d'édition catholique et royaliste, et ils ont été, je crois, parmi les premiers à traduire un livre de Hoppe en français. Alors, je crois qu'il ne s'agit pas du livre complet de Hoppe, il s'agit plutôt d'une partie du livre anglais, mais qui est déjà une excellente introduction. Personnellement, c'est par ce livre que j'ai découvert Hoppe. Donc il y a une dizaine de chapitres ici. Alors certains se recoupent tout à fait avec les propos de démocratie et Dieu qui a échoué, mais il y a aussi des arguments originaux. Par exemple, certains chapitres, le rôle des intellectuels et celui des intellectuels anti-intellectuels, de l'aristocratie à la monarchie, de la monarchie à la démocratie, pourquoi l'État cherche à contrôler la monnaie, les entrepreneurs sont des héros, entrepreneuriat, profit éthique, réflexion sur l'État et la guerre, etc., etc. Donc c'est un livre que je vous conseille, qui est plus court, plus digeste. Si, avant de vous attaquer aux 400 pages de Démocratie, le Dieu qui a échoué, vous pouvez privilégier celui-ci, par exemple. Et enfin, un autre livre que j'ai lu qui m'a beaucoup intéressé de Hoppe, c'est Sciences économiques et méthodologie autrichienne, aux éditions de l'Institut Coppet, qui publie énormément de textes libéraux, classiques ou non, qui publie des livres de Bastiat, par exemple, de Hayek, de Ludwig von Mises, de Gustave de Molinari, etc. Alors ceci, c'est beaucoup plus court, c'est moins d'une centaine de pages, mais qui est vraiment beaucoup plus concentré sur la science économique, comme son nom l'indique, et qui parle de la spécificité de l'école autrichienne par rapport à d'autres courants économiques, qu'est-ce qui fonde l'originalité de la praxéologie autrichienne, etc., etc. Donc voilà, 3 livres pour vous initier à la pensée de Hoppe, je pense que c'est déjà bien suffisant, et cela vous prendra déjà beaucoup de temps, de taille inégale, donc vous pouvez choisir les livres les plus courts par exemple pour commencer. Je vous mettrai des liens en description de la vidéo pour vous procurer ces ouvrages, tout simplement. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, j'espère encore que cette vidéo vous aura intéressé, et je vous dis à très bientôt j'espère.